J'ai maintenant une tâche difficile qui est de me présenter, puisqu'à la fois, vous avez vu, je fais le fil rouge et je dois intervenir maintenant. Bon, je me connais plutôt bien, encore qu'on peut toujours avoir des doutes, parce que bon, on sait bien qu'on a toujours des zones qu'on connaît moins. Juste pour aller rapidement, j'ai fait tout un parcours professionnel dans l'action sociale, commencé en étant éducateur de prévention à Roubaix dans le Nord, où j'ai travaillé longtemps. Et puis j'ai travaillé dans la formation continue et le conseil. Et je fais un beau métier puisque j'accompagne nombre de réflexions avec les acteurs de l'action sociale, à la fois sur les actions qui sont menées, les projets, comment les faire évoluer, les améliorer. Et puis je mène aussi des démarches dans le cadre des politiques publiques. J'enseigne aussi à Nanterre. Et justement avec quelqu'un qui, pour moi, crée un lien avec le département, qui était Dominique Fablet, enseignant-chercheur, qui est disparu il y a 2 ans, et que j'avais rencontré en Seine-et-Marne, et qui m'a invité. Je crois que beaucoup ici le connaissent. Et donc, pour moi, c'est important de lui adresser un petit salut d'ici. C'est vrai que ce département, pour finir, compte beaucoup pour moi, puisque dans ma vie de nomade professionnel, puisque je travaille un peu partout, j'ai quand même noué un certain nombre de liens assez fidèle depuis pas mal d'années déjà, avec beaucoup de personnes qui sont ici. Donc c'est important. Je me considère, je dirais, à la fois je suis consultant techniquement, mais je me considère comme un acteur engagé de ce secteur, voilà, qui essaye de réfléchir et de penser avec d'autres ce qui nous arrive et ce qu'on vit, pour que l'action sociale, qui est quand même une belle chose, reste un espace vivable, créatif, et qui produise, comme le disait Patrick Vivray, de la force de vie. Donc ça, pour moi, c'est évidemment quelque chose qui me guide. Mon propos, je vais le faire un peu en 3 temps. Je vais d'abord essayer de dire rapidement comment j'aborde la question. Faire société, qui est une question assez vaste, un peu complexe. Je vais essayer de dire aussi comment je perçois la manière dont nous faisons société actuellement et un petit peu les pentes ou un certain nombre de risques qu'il y a dedans. Et puis j'essaierai, puisque j'ai pris dans mon titre le terme de chemin, la métaphore du chemin, d'identifier quelques balises qui me semblent importantes, mais là-dessus je m'appuierai évidemment. Je peux enlever. Je peux l'enlever. Le suspense est intolérable. Je ne l'ai pas fait tomber. Merci. Alors, peut-être 2 points dans mon propos, c'est que j'ai la charge, et vous voyez qu'on est passé de quelque chose de très large avec Patrick Vivray à aussi une perspective aussi assez vaste qu'a dressé Michel Chauvière, avec un aspect historique. Moi, je dirais, on rétrécit un peu la focale, puisque je vais plutôt parler de cette notion de faire société, mais au niveau des pratiques sociales et des organisations de l'action sociale, c'est-à-dire assez proche, finalement, de ce que je vis dans mon travail, en pointant dans mon entrée de risque, c'est que finalement, dès qu'on parle de la société, on fait un peu comme si c'était un ailleurs, et qui finalement est très loin d'ici, finalement assez loin de nous. D'ailleurs, je remarque que quand on dénonce les travers de notre société, il est rare qu'on considère à quel point nous sommes souvent porteurs sains des travers que l'on dénonce. On le voit bien dans la consommation, on le voit dans les stratégies de choix de cartes scolaires, on le voit dans le jeu avec les règles. Enfin, c'est assez compliqué et on a vite tendance à dire la société qui nous pose problème est loin. Alors que mon point d'entrée, c'est vraiment de dire, dans nos institutions, nous sommes la société. Et je voudrais paraphraser, évidemment, cette formule qui était en janvier. Nous sommes la société. Et ce qu'on doit examiner quand on parle de faire société, ce n'est pas un extérieur, ce n'est pas un environnement, ce n'est pas un contexte. C'est comment on fait société concrètement dans nos organisations, dans nos actions et dans nos liens avec les personnes qu'on accompagne. Et c'est important parce que quand même, pour beaucoup des personnes qu'on accompagne ou des usagers, la société, c'est là où ils sont avec nous. Voire même, c'est souvent le seul lieu dans lequel ils expérimentent vraiment ce qu'est la société, ce qu'elle leur veut. Et je vous rappelle qu'en 2009, il y avait plus de 600 000 personnes dont le lieu de vie central était une institution sociale ou médico-sociale. Vous voyez, personnes âgées, personnes handicapées. C'est donc extrêmement important de questionner ça et de questionner la continuité entre la socialisation et comment on fait société dans la société globale et dans nos structures. Surtout, et là je fais un lien avec ce que disait Michel Chauvière,
quand un certain nombre d'associations de services publics sont tentées par un modèle de type un peu entreprise, par un discours qui met plutôt en avant la technicité, etc. Donc ça me paraît important. Mais c'est vrai que mon idée est aussi là-dessus que la question, ce n'est pas d'être société, de faire société, de toute façon on le fait, mais comment et avec quel type de qualité. Et là-dessus, je voudrais dire clairement, bien qu'étant de l'action sociale, nous ne sommes pas du tout épargnés par les problématiques qui travaillent la société dans son ensemble. Et dans nos structures, dans nos actions, parfois même au quotidien, on trouve aussi de l'exclusion, de l'humiliation, du soupçon, du rejet, du manque de démocratie, du fondamentalisme, de la violence dans les rapports humains. Et je crois que là-dessus, il ne faut pas qu'on sombre dans la facilité qui consisterait à penser que les questions sociales sont des questions qui se situent en dehors. Et je crois qu'il faut qu'on l'examine assez en détail. C'est vrai que ce qu'on vit actuellement, pour dire quelques mots de ce qu'on vit actuellement, et j'ai beaucoup de points d'accord là-dessus avec Michel Chauvière, c'est une mutation considérable, pas une crise, une vraie mutation de nos politiques publiques dans lesquelles il n'y a pas de retour en arrière. Parce que ce qui est frappant, c'est qu'on vit une évolution avec beaucoup de paramètres. J'en cite quelques-uns, un paramètre financier. Est-ce que notre système d'État social est soutenable alors qu'il dépasse déjà plus d'1 million de salariés? Enfin, c'est quand même extrêmement important ce que représente cette action. Sur un plan démographique, le vieillissement, la dépendance, sur un plan territorial, sur le plan social, le chômage, l'exclusion, les réfugiés, les mineurs isolés. Enfin, on voit bien qu'il y a des paramètres très, très nombreux qui rendent complexes, effectivement, les choses. Et puis aussi des paramètres, à mon avis, culturels et politiques. Je pense notamment, François Dubé, il parle de la préférence pour les inégalités. C'est vrai qu'il y a dans l'air du temps un sale discours sur les questions de l'aide confondue avec de l'assistance. Je pense qu'il y a là quelque chose qui n'est pas très simple dans notre contexte politique et qu'il me semble que ces différentes tensions ont comme effet d'éroder la confiance. Et ce qui me frappe beaucoup dans mon travail, c'est que je vois, par beaucoup de plans, une défiance qui monte, à la fois dans les politiques publiques. Et là aussi, je reprendrai ce qu'a dit Michel, avec un changement de rapport assez fondamental avec les acteurs du secteur, traités comme des opérateurs mis en concurrence, et non pas comme les forces vives d'une société civile, qui ont toujours été à l'origine des initiatives. On voit bien qu'il y a là, dans le système généralisé de mise en concurrence, évidemment quelque chose qui est assez marqué sous le sceau du soupçon. Je le vois aussi dans nos organisations. Et c'est très frappant pour moi de voir comment, depuis quelques années, le thème des risques psychosociaux qu'on croyait réservé aux entreprises du CAC 40, etc., a diffusé dans notre secteur. Et ça ne manque pas de lieux où on a ces problématiques. Alors à la fois du contentieux, des suicides, des accusations, le harcèlement, beaucoup de choses. Bon, les DRH savent de quoi je parle. Et c'est, à mon avis, un symptôme qui mérite vraiment qu'on soit attentif. Je constate aussi cette question de la confiance dans les équipes. Et on a été assez frappé avec certains de mes collègues de ce qu'on appelle une baisse des capacités de régulation horizontale. Vous voyez, dans des types de situations où il se passe des choses lourdes dans la structure, et on découvre à l'occasion de ces événements qu'il y avait tout un tas de choses qui ne se parlaient pas dans l'équipe, qui ne se régulaient pas, un peu comme si on attendait que de la régulation verticale et hiérarchique, le fait de remettre les choses en place. Et ça traduit, y compris dans l'engagement de certains professionnels, quelque chose qu'on voit par ailleurs, qui est des formes d'engagement assez minimalistes, des formes de manque de cohésion, etc. Dans les pratiques sociales et éducatives aussi, on voit que la question de la confiance, elle est dure, elle est travaillée actuellement. On le voit à la fois parce que certaines politiques sociales sont marquées par le soupçon. Je fais référence, là aussi on voit bien, par rapport aux demandeurs d'emploi, aux demandeurs d'asile. On voit bien qu'on a des politiques dont l'essence même est soupçonneuse. Et puis on le voit aussi de la part de certains usagers qui contestent parfois assez violemment les dispositifs. Et on le voit aussi dans l'importance des phénomènes de non-recours qui sont extrêmement importants et qui méritent d'être regardés dans ce qu'ils disent un peu sur la défiance des usagers vis-à-vis d'un certain nombre d'éléments. C'est vrai que de ce point de vue-là, si on faisait un diagnostic rapide de ce qu'on vit dans notre faire-société, dans nos structures, il y a un risque, à mon avis, qui est vrai, qui est d'une société de la défiance,
de chacun envers chacun, enfin à chacun de ces étages-là, au nom du bien. Parce que ce qui est assez frappant, et là-dessus je suis assez d'accord avec Michel Chauvière, tout ça c'est au nom du bien qu'on veut à l'usager, et ça c'est valable tout autant chez les financeurs, comme on dit, qui se préoccupent du bien public, enfin, je pense qu'il faut vraiment leur accorder, mais qu'ils voient avec un angle différent, tout autant que d'un certain nombre de dirigeants, etc. Vous voyez, chacun, de ce point de vue-là, fait des choses qui rendent la vie difficile au nom du bien, de ce qu'il estime être le bien. Et ça, c'est assez compliqué, et on le voit bien sur les questions de maltraitance. On voit bien que ça risque d'enclencher, finalement, une espèce de système où on institutionnalise une forme de défiance de tous contre tous, faute de parler suffisamment les choses. Alors c'est vrai que face à ce paramètre, et j'ai parlé de chemin, un chemin à inventer, il me semble qu'il y a deux voies qui sont un peu barrées. La première, c'est ce que j'appelle la voie nostalgique. Bon, passons vite, il n'y a pas de retour. Et en plus, moi, je travaille depuis suffisamment longtemps dans ce secteur pour pouvoir témoigner quand même de tout ce qu'on a fait de pas terrible, qu'on ne ferait plus aujourd'hui. J'ai quelques souvenirs. Elisabeth Zuckman, qui a beaucoup bossé avec les enfants polyhandicapés, évoquait le certificat de non-éducabilité que les parents devaient avoir pour toucher une allocation, pour élever leur enfant. Oui, enfin, on vient de là. Dans la protection de l'enfance, on connaît aussi tout ce qui s'est passé avec les enfants de la Réunion, qui a fait l'objet d'une résolution mémorielle quand même qui mérite d'être regardée quant à ce qu'elle dit. Et donc, là-dessus, j'ai tendance à dire, moi j'ai trop vu la face un peu sombre de nos institutions sociales pour les regretter et pour ne pas noter ce qui me semble être de vrais progrès dans ce qu'on fait. Mais il y a aussi une autre fausse route qui est la fausse route technique. Parce qu'évidemment, il y a un risque dans notre secteur, et on le voit bien, c'est de penser que la réponse à ces perplexités, elle est technique. On le voit, il y a plein de choses qui nous le montrent. Il y a de plus en plus de métiers, de qualifications, de spécialisations. Enfin, il y a une véritable... Quand on regarde sur 10 années, l'évolution de la qualification, elle est vertigineuse. On le voit aussi dans le développement des référentiels, dans l'augmentation de taille des organisations, un peu toutes ces choses-là. Et donc, c'est vrai que si on peut comprendre toutes ces évolutions, on voit bien qu'elles ne nous aident pas nécessairement à remonter la pente de la défiance, qu'elles contribuent même parfois à augmenter. D'ailleurs, j'aime assez bien, il y a Alain Suppiot, qui est professeur au Collège de France, qui dit quand on qualifie un problème de technique, c'est toujours une manière de le soustraire au débat démocratique. Et je trouve qu'il a assez raison, et il me semble que sur les problèmes de délibération qu'on a, l'action sociale est une chose trop sérieuse pour la laisser uniquement dans des débats de techniciens. Alors, pour arriver au dernier point sur un peu qu'est-ce que je perçois comme balise dans nos actions. Alors, j'aime bien le terme balise parce que quand le chemin, il y a du brouillard, je crois que c'est le cas actuellement, la balise, c'est une petite lumière qui peut nous aider. Ça ne règle pas tout, mais en tout cas, ça permet de ne pas être dans l'obscurité complète. Et pour moi, quelques balises pour continuer à faire vivre dans nos actions et à faire société d'une manière à la fois démocratique et cohésive, qui est, je crois, important dans le faire société. Et j'ai repéré un certain nombre de besoins. Le premier, pour moi, c'est le besoin d'une vision plus complexe ou dialectique de ce qui se joue. Je me méfie un peu de la tendance du secteur à jouer un peu à « mais c'est affreux, mais c'est horrible », parce que dans toutes les évolutions qu'on pointe, il y a des choses importantes, il y a des opportunités, il y a des choses qu'on peut réfléchir. Je pense par exemple, dans le domaine du handicap, c'est bien la difficulté financière à continuer sur un modèle d'établissement qui fait qu'on a développé beaucoup les CESAD, par exemple, qui sont des interventions au domicile, qui sont plutôt une réponse adaptée. Donc là aussi, je me méfie du regard qui nous inviterait à ne voir dans les évolutions qu'une espèce de catastrophe ou qu'une espèce de marée à laquelle il faudrait résister, alors qu'il me semble qu'elles sont toutes porteuses d'un certain nombre d'opportunités et qu'elles ne viennent pas par hasard. Donc ça, pour moi, c'est un premier point dans le débat. C'est vrai que je trouve que ça mérite un peu de dialectique ou de complexité, comme dirait Edgar Morin. Deuxième point, et je partage ce que disait Michel Chauvière, on a besoin d'institutions à partir desquelles on peut expérimenter ce qu'est la société, créer un peu de la cohésion. Et je ne suis absolument pas d'accord, là aussi, avec certains qui prétendent faire de l'action sociale une espèce de grand mécano à destination d'usagers consommateurs. Je pense que c'est tout à fait une impasse. Il me semble que là-dessus,
ces pensées-là assèchent la réalité avec des promesses qui ne seront jamais tenues. Et je dirais le monde industriel ne manque pas d'exemples de ça. L'autre point quand même, c'est qu'on a besoin des autres. Et que trop souvent dans nos structures, il y a un risque qui est de s'enfermer un peu dans des micro-sociétés, je dirais auto-centrées, auto-référencées. Bon, on est entre nous, on est bien, on a les mêmes valeurs, etc. Il me semble que dans nos organisations, il faut réussir, et je trouve une journée comme aujourd'hui est une des façons d'y réfléchir, à créer un peu de dissensus, à créer du débat, à affronter des points qui font problème et qui sont délicats, et du coup à progresser dans des démarches de participation qui effectivement ne se limitent pas à la question des droits et qui ne s'arrêtent pas aux premiers obstacles. Parce que ce qui est assez frappant, c'est que certes c'est compliqué, mais il y a beaucoup d'endroits où la moindre difficulté amène à dire « bon, mais finalement, laissons tomber, on n'y arrive pas, et puis on verra, etc. » Et ça me paraît important, parce que nous avons besoin de questionnement et de démocratie. Vous voyez, quand on parle du thème de la confiance, c'est vrai que c'est un sujet important, mais la confiance, ça ne se décrète pas, ça décrit un processus. On ne peut pas dire, voilà, c'est comme dans le livre de la jungle, « fais-moi confiance ». Forcément, quand quelqu'un nous dit « fais-moi confiance », on se méfie. Ça me paraît être un réflexe extrêmement sain. Et la confiance, en fait, ça doit s'expérimenter, ça s'éprouve. La confiance, c'est quelque chose qui se teste dans la durée et qui suppose du parler vrai. On a parlé tout à l'heure des démarches d'évaluation. Moi, j'ai vu beaucoup de démarches où la parole des personnes a été étroitisée. On leur a juste demandé d'aider à remplir des cases. On n'a pas assez parlé, je trouve, et j'espère qu'on progressera, de quelles expériences ils font avec nos dispositifs. Qu'est-ce qu'ils ont à nous en dire? Qu'est-ce qu'ils ont à critiquer? Qu'est-ce qu'ils veulent faire bouger là-dedans? Donc ça, pour moi, c'est très important de poursuivre là-dessus. Autre point essentiel, on a besoin de parler du travail réel. Et je fais l'opposition là, vous connaissez peut-être en analyse du travail, la différence entre le travail prescrit, tel qu'il relève de lois, de recommandations, et le travail réel qui bute justement sur les usagers, sur la réalité de nos sociétés, sur tout un tas de choses. Et je suis assez frappé de voir, depuis 2 ou 3 ans, à quel point dans nos organisations, on n'a plus beaucoup de temps pour parler du travail réel. On est tellement préoccupé à mettre en place les recommandations, à répondre aux commandes descendantes, à vouloir être bien traitant, à vouloir être irréprochable, que du coup, l'espace pour parler du travail réel, tel qu'il se déroule, etc., il est très léger. D'autant que ce n'est pas facile, parce que par définition, l'action sociale, c'est une forme d'action dans laquelle on est bien intentionné et dans laquelle c'est parfois assez douloureux de mesurer à quel point on pense qu'on est bien traitant, on ne l'est pas, on pense qu'on travaille collectivement et ce n'est pas autant le cas que ça, on pense que ça produit des résultats positifs, mais ça produit, quand on regarde avec honnêteté, aussi un certain nombre d'effets problématiques auxquels il faut réfléchir. Donc voilà, il y a besoin de poursuivre ce travail-là parce que l'absence de débat sur le travail réel est vraiment une source de souffrance au travail. Et je trouve qu'à beaucoup d'endroits, pas partout heureusement, on pourrait observer un peu la même chose que ce qu'on voit dans les entreprises privées, où il y a une énorme souffrance qui tient du fait qu'effectivement, on n'a plus beaucoup de lieux pour élaborer les délibérations. Michel Chauvière en parlait tout à l'heure, je suis d'accord avec ça. Et je trouve qu'on a besoin de résister, j'ai trouvé une très belle formule de Wittgenstein, de résister à la pulsion de généralité. J'ai trouvé ça assez joli pour décrire la manière dont on est toujours tenté de chercher, de généraliser sur la pensée et l'action, de porter les choses toujours plus haut, alors que je dirais le besoin qu'on a aujourd'hui, alors c'est intéressant d'avoir certains référentiels, de clarifier certaines choses qu'on fait, mais sûrement pas si c'est pour s'exonérer de regarder le travail réel dans toutes ses contradictions, difficultés, erreurs, voyez, marge d'appréciation, etc., marge de progression, etc. Ça, c'est très important pour moi. Autre chose, et je m'approchais de ma conclusion, c'est qu'on a aussi besoin, je trouve, d'une vision qui ne réduise pas ce qui se joue dans nos organisations et dans nos pratiques à des rapports de pouvoir, à des dynamiques de contrainte, à des technologies manipulatoires. Je pense aussi dans les pratiques éducatives avec les jeunes, à l'espèce d'idée qui est quand même assez dans l'air du temps, l'idée
que la contrainte, le durcissement, je vois tous les débats actuellement autour de l'ordonnance de 45, enfin l'idée qu'en tapant plus sur la tête, ça produirait des résultats meilleurs. Il faut vraiment résister à ça. Et d'ailleurs, moi, ça me frappe parce que quand j'observe les lieux qui fonctionnent bien, et j'en vois plein dans l'action sociale, c'est toujours un mélange un peu alchimique et étrange entre de l'organisation, des ressources, mais aussi de l'engagement, de la vision, de la reconnaissance, de la réciprocité, de la capacité à se remettre en cause. Enfin, je vois bien que c'est toujours ça qui est important, et c'est fragile. Oui, donc de ce point de vue-là, je pense qu'on a intérêt à faire vraiment attention, à éviter les métaphores un peu mécanistes qu'on peut avoir. Et c'est vrai que je suis très preneur, et on a eu ici de belles interventions, et on va encore en avoir, de toutes les réflexions un peu interactionnistes sur la réciprocité, cette logique de donner, prendre, recevoir des jeunes, enfin un peu tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est extrêmement important, en n'oubliant pas tout ce qui nous parle aussi de l'autre côté des choses. Et on a besoin de comprendre quand même, je trouve, et la recherche peut être utile aussi là-dessus, tout ce qui contribue à l'inverse, à produire de l'humiliation, de la honte, parce que ça, presque toujours, on le rencontre. Et du coup, je dis ça pour l'ensemble de notre secteur, on a quand même eu une grande tendance à la psychologisation, en tout cas à un usage un peu démesuré de la psychanalyse comme outil de pensée, avec comme inconvénient, je ne sais pas s'il est secondaire ou principal, mais d'enfermer un peu les problèmes chez les gens et dans une perspective assez surplombante, finalement, des difficultés qu'ils ont. Oui, et ce qui est embêtant dans cette approche, qui a par ailleurs sa légitimité dans certains espaces de travail, c'est quand même évidemment de ne pas mettre en question les types de relations qu'on noue dans les actions qu'on a. Et évidemment, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup, on verra cet après-midi avec 2 exemples, comment on peut apprendre de ce qui s'expérimente en dehors de notre champ, je dirais dans la société civile. Bon, on reparlera des réseaux réciproques d'échange de savoir, dans les entreprises. Enfin, je trouve qu'il y a de multiples expériences dont nous avons quelque chose à apprendre. Voilà. Peut-être dernière chose pour moi, c'est que vraiment ce dont on a aussi besoin dans cette période qui est assez trouble et inquiétante, à beaucoup de points de vue, quand on regarde les politiques publiques, c'est de garder quelque chose qui a à voir avec l'espérance, certes lucide, mais quand même avec une vision des potentiels positifs de la période et de ce que pourront en faire ceux qui nous suivent. Pour les plus âgés, ce sont les jeunes qui auront à vivre ça, et d'une espérance qui éclaire les actions qu'on peut poser dedans. Et d'ailleurs, je trouve qu'on n'a pas le choix, je pense que Jean-Claude Guibaud nous dira ça beaucoup mieux que moi, on n'a pas le choix pour nos enfants, on est beaucoup à avoir des enfants ici, puis pour nos métiers, je ne vois pas très bien comment on pourrait prétendre travailler au lien social si nous-mêmes on est persuadé qu'il ne peut que se déliter et pas se renouer, alors avec des modes assez différents. On en a vu pas mal d'exemples, avec la manière dont font les jeunes. Puis comment on peut faire société si nos organisations se pensent comme des usines, ou comme des horloges suisses, et pas comme des lieux vivants d'expérimentation de relations humaines qui apportent de la force de vie. Oui. Donc pour moi, c'est quand même ça qui reste essentiel. Et de ce point de vue-là, je suis très fan, je dois le reconnaître, d'un des ouvrages de Jean-Claude Guibaud qui nous parlera tout à l'heure, qui parle du goût de l'avenir. Il nous a dit que c'était une formule empruntée, je crois, à Max Weber, si j'ai bien noté, mais c'est une très belle formule, puisqu'elle mélange à la fois une idée, puis aussi quelque chose qui a à voir avec le goût, donc quelque chose qui nous engage un peu de manière sensible. Et donc ça, je trouve que c'est très important, cette approche, pour nous aider à continuer, à essayer de contribuer à construire cet avenir. Bon, je dirais là où on est chacun, à sa place, on est plus ou moins dans le tempo, comme on l'a vu. Chacun peut en tout cas amener quelque chose à sa mesure, mais je dirais avec les autres aussi, mais la tête haute. Voilà, merci.